Bonjour. Le système électoral israélien continuera toujours à nous étonner. Comment une météorite nommée Lapid peut en une année de campagne devenir le leader de la deuxième force politique du pays? Quelles sont les leçons à tirer des résultats législatifs de janvier 2013 en Israël? Tout se passe comme si le présentateur de France 2, Pujadas, se lançait en politique et double le PS ou l'UMP en nombre de parlementaires en France, et ce, en un an seulement de campagne. En France, quand on vote dans sa circonscription, on vote pour un député. S'il ne fait pas son boulot, au cours de son mandat, on le vire. En Israël, on vote pour des listes fixées à prendre ou à laisser, des listes établies par les partis politiques. Ainsi, celui qui veut faire de la politique, entrer à la Knesset, au Parlement israélien, avoir une influence sur ce qui se passe en Israël, il n'a pas besoin de faire des études particulières, à avoir montré son efficacité dans quelque domaine que ce soit. Tout ce dont il a besoin, c'est d'entrer dans le parti, de monter les échelons du parti, de se faire bien voir, d'être copain avec les dirigeants et les membres du comité central. Il est temps d'abandonner ce système et qu'enfin des circonscriptions électorales soient créées en Israël pour que les députés soient vraiment responsables de ce qui se passe dans leur circonscription et contribuent au progrès de leur région. La classe politique israélienne devait être d'un meilleur niveau. Israël a une jeunesse extraordinaire, le plus haut taux du volontariat du monde, des avancées exceptionnelles dans tous les domaines culturels et scientifiques. La médecine est l'une des plus sophistiquées du monde. Il y a énormément de belles choses en Israël. Cependant, aujourd'hui, la culture de l'argent facile s'est développée aussi en Israël. Les salaires gigantesques que s'accordent les PDG des banques, des assurances, à côté d'une classe moyenne, s'est développée une élite qui vit dans une richesse et dans un luxe difficile à imaginer. Les résultats des élections de janvier 2013 montrent à l'évidence qu'il est temps de mettre un frein à ce capitalisme effréné et fou qui mène un jour ou l'autre à tous les dérapages. Le législateur devrait intervenir vite et placer des bornes sans en revenir ni au socialisme ni au kibbutz. Il faut un peu plus de morale dans l'économie d'Israël. Bonjour. Israël s'apprête à aller voter pour l'élection de la nouvelle Knesset fin janvier 2013. Or, pas un jour ne passe sans que les leaders des partis politiques, de la droite, du centre, des religieux, de la gauche, ne se critiquent à travers les annonces successives faites par les uns et par les autres, en jetant parfois le discrédit sur les programmes des uns et des autres, et partant sur leurs leaders en s'accusant de sacrifier les intérêts nationaux pour des intérêts électoraux. C'est désolant d'entendre dans la bouche d'un responsable de parti religieux traiter ses frères juifs de partis de Russes ou de Blancs, comme si l'insulte était le gage d'attirer à lui et à son parti des électeurs hésitants. Or, justement, le judaïsme nous demande de cultiver ce qui favorise l'amour, le pardon, l'humilité, la patience. Chacun des enfants d'Israël, disait le Baal Shem Tov, sage, érudit ou simple colporteur, mérite notre compassion, car la différence entre un grand érudit et un homme ordinaire n'existe que dans le versant apparent des âmes juives d'Israël.
alors que dans le versant enfoui, intime, tout Israël est logé à la même enseigne. De là découle le principe fondamental, l'amour porté à son frère juif, qu'il soit fidèle de synagogue ou mécréant. Ici, pour les élections, il faut développer chez les électeurs comme chez les élus l'éthique de la mesure. Il est important de reconnaître que contrôler nos réactions aux pensées, aux émotions négatives, ne signifie pas du tout les réprimer. La compréhension de leur nature destructive est cruciale. Être averti que l'envie, la soif du pouvoir sont des émotions douées d'un puissant pouvoir destructeur. C'est pourquoi la discipline intérieure que nous avons qualifiée d'éthique de la mesure ne peut s'obtenir que par un effort soutenu et réfléchi de tous les acteurs de la scène politique israélienne. L'esprit se discipline sans discipline, et comme un éléphant qu'on laisse aller à sa guise, il fera des dégâts. Or, les dommages qui peuvent résulter de l'absence de contrôle de nos impulsions négatives dépassent de beaucoup ce que peut provoquer un éléphant dans un magasin de porcelaine. Car les dommages qu'il peut produire peuvent se résoudre alors que les autres se traduisent sous forme de souffrance durable, aussi bien pour soi-même que pour les autres. Merci de votre écoute. Bonjour. Le débat sur la pauvreté en Israël nous concerne tous, car les premiers à en souffrir sont d'abord les jeunes. Un enfant sur deux est obligé de travailler en Israël pour aider ses parents, et 20% ont quitté définitivement l'école. Si nous voulons survivre en tant que société dans les 60 années prochaines, nous ne devrions pas considérer la pauvreté comme un épiphénomène. C'est ce qu'écrit un responsable d'association caritative. Israël se rapproche de l'Occident en matière de technologie et d'innovation, mais Israël se rapproche du tiers-monde en matière de traitement social des plus démunis. Qui est responsable? Probablement les dépenses militaires et sécuritaires qui amputent les projets et les budgets civils de combattre la pauvreté et de réduire les inégalités sociales criantes. Probablement aussi l'idéologie dominante ultralibérale de l'économie de marché, avec la baisse des dépenses publiques et le rétrécissement de la protection sociale. Pourtant, Israël a besoin urgemment d'un nouvel ordre social. La nécessité d'un solide filet de sécurité sociale qui axe le programme sur la défense des couches les plus défavorisées, sur le renforcement des valeurs juives de solidarité et de justice sociale. Il y a chez nous les Juifs une éthique de la compassion, essentiellement vue en tant qu'empathie, une faculté de comprendre dans une certaine mesure l'autre, de partager la souffrance d'autrui. La compassion peut être développée à un degré tel que non seulement si elle se manifeste sans effort, mais elle devient inconditionnelle et de portée universelle. Notre capacité d'empathie est innée en nous, mais aussi acquise par l'éducation. Lorsque nous développons notre sensibilité à la souffrance d'autrui, en nous ouvrant volontairement à elle, il est possible alors d'étendre graduellement notre compassion au point d'être si touché par la souffrance des autres que l'on éprouve vis-à-vis d'eux un sentiment de responsabilité irrésistible. Chacun d'entre nous
doit admettre que tous les autres désirent être heureux comme nous et ne pas souffrir. C'est un rapport constant contre l'égoïsme. C'est un rappel constant contre l'égoïsme. C'est le principe même fondateur du plus grand des principes du judaïsme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci.